Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette présentation sur une migration pragmatique vers le cloud avec un grand C. Je m'appelle Nicolas Frankel, je suis développeur, en tout cas j'espère être encore développeur, mais mon titre aujourd'hui c'est développeur advocate et j'ai beaucoup travaillé sur le back-end, principalement en Java, même si la démo que je vais vous présenter sera faite en Kotlin, parce que je suis tombé amoureux de Kotlin. Je travaille pour une société qui s'appelle Hazelcast. On a deux produits principaux. Le premier, c'est une In-Memory Data Grid. Et si vous avez jamais entendu parler du In-Memory Data Grid, vous pouvez vous la représenter en pensant à une structure de données distribuée. Donc, au lieu d'être limité par votre JVM ou votre runtime, vous pouvez répliquer ou sharder vos données sur plusieurs nœuds domain cluster. Le deuxième, c'est Hazelcast Jet, et qui permet de faire du in-memory stream processing. Donc, aujourd'hui, il est évident qu'on assiste à une ruée vers le cloud pour certaines raisons. Et pour quelles raisons? Alors, la première, il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Des très mauvaises raisons, c'est parce que le cloud, c'est moins cher. En effet, on peut avoir ce raisonnement de dire que votre métier est vraisemblablement pas l'infrastructure, et à ce titre, c'est une fonction transverse, et comme toutes les fonctions transverses, on va tâcher de les externaliser en les donnant à un acteur qui lui est spécialisé, qui va faire des économies d'échelle. La plupart des articles que vous verrez qui sont en faveur de l'économie sont généralement produits par les acteurs du cloud, qui effectivement vont vous dire que ça va être moins cher. Vous trouverez aussi beaucoup d'articles de gens qui ont effectué leur migration et qui n'ont pas fait d'économie et qui ont vraisemblablement augmenté leurs coûts. Par contre, à l'inverse, une des très bonnes raisons de migrer vers le cloud, c'est pour faire émerger la visibilité sur les coûts. Aujourd'hui, quand vous avez acheté votre infrastructure, vous l'avez payé un certain montant, vous avez le contrat de maintenance, et à partir de là, c'est un petit peu compliqué de savoir exactement ce que vous payez chaque mois, d'avoir votre total cost of ownership, parce que vos équipes vont travailler dessus, et même si vous avez des lignes d'imputation budgétaire, c'est assez compliqué d'avoir une vision fine et granulaire de ce qui se passe. Dès lors que vous migrez sur le cloud, vous recevez votre facture mensuelle et sur chaque ligne, vous pouvez voir exactement qui a consommé quoi. Une deuxième bonne raison de migrer sur le cloud, c'est la flexibilité. Donc j'ai toujours mon exemple tarte à la crème. Vous êtes un e-commerce, et puis derrière alors maintenant c'est Black Friday ou Cyber Monday ou French Days ou je sais pas quoi. En gros, au cours de l'année, vous avez des pics de consommation de votre site. Et malheureusement, votre infrastructure, vous devez forcément la dimensionner pour ces pics. Et le reste du temps, la différence entre l'infrastructure que vous avez dimensionnée pour les pics et l'utilisation réelle, c'est juste inutile. Et donc, vous avez payé pour l'infrastructure que vous utilisez quelques jours par an. Du coup, aller sur le cloud va vous permettre pour les jours où vous avez des pics d'activité, d'acheter la charge nécessaire, et puis le reste du temps de payer uniquement ce qui est fondamental. Et la dernière raison qui m'est venue il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, si vous êtes une société établie, achetez vos serveurs quelques milliers d'euros, c'est pas vraiment un problème. Quand vous venez de commencer votre société, si par exemple vous êtes un développeur et que vous voulez commencer à lancer votre startup, acheter votre infrastructure, l'exploiter, etc., c'est en fait une marge d'escalier qui est beaucoup trop haute au départ, en tout cas qui est très haute
par rapport à vos moyens. Et peut-être que vous voulez pas investir autant avec le risque, effectivement, que votre activité n'école pas. Du coup, le cloud vous permet en fait de pas prendre ce risque et juste de commencer très très bas et puis éventuellement de scaler si nécessaire. Donc maintenant que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles vous pouvez aller sur le cloud, je vais me placer dans le cadre d'une société qui a déjà des applications, qui a déjà un parc applicatif, un portfolio, et qui souhaiterait migrer ses applications sur le cloud. Donc c'est simple, il y a deux méthodes principales. La première, c'est ce qu'on appelle lift and shift. On a une application, et en fait, on considère que le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc on va prendre cette application, on va le déployer, et on va voir ce qui se passe. Au contraire, la deuxième manière de gérer les choses, c'est de dire, le cloud, on a des bénéfices. Pour en tirer le maximum de bénéfices, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre application pour tirer parti des avantages du cloud. Et j'espère que dans cette présentation, je pourrai vous convaincre qu'en fait, il y a une troisième voie. Donc le lift and shift. Comme je vous le disais, le lift and shift, c'est de se dire qu'en fait, le cloud, c'est juste une infrastructure qui est éloignée, et donc ça ne pose aucun problème de faire la même chose que vous faisiez en local, de le faire en distant. La plupart du temps, c'est assez simple, et la plupart des cloud providers vous proposent des méthodes pour faire tourner vos containers. Du coup, vous prenez votre application, vous la containerisez, et puis tout se passe bien. Ou pas, parce que quand vous avez développé votre application locale, vous vous êtes pas posé des questions existentielles sur le nombre de cycles CPU que vous allez consommer en trop ou sur la mémoire que vous allez consommer en trop. À partir du moment où votre infrastructure était là, vous n'avez pas optimisé votre code et ça pose aucun problème. Maintenant que tout est payant, quand vous allez la déployer sur le cloud, vous allez pouvoir avoir des méchantes surprises. Vous vous rendez compte qu'effectivement, votre application, elle consomme énormément de mémoire ou de CPU, pas forcément pour les bonnes raisons. Et donc, ça va d'autant plus augmenter votre facture. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, votre application va juste arrêter de démarrer, refuser de démarrer ou éventuellement même poser des problèmes de data. Peut-être que vous connaissez cette notice d'utilisation des apps dans le cloud qui s'appelle le 12 Factors App. Donc mon but n'est pas de vous les décrire dans le détail, hein. Je vous les ai laissés là dans les slides pour que vous puissiez potentiellement les regarder. Je délivrerai les slides après. Mais imaginons que j'ai une application qui tourne sur la JVM et je voudrais bien respecter ces 12 facteurs. Eh bien, c'est pas forcément aussi simple qu'on puisse l'imaginer. Par exemple, le facteur numéro 2 vous dit que toutes les dépendances de votre application doivent être explicites. Donc j'ai mon application JVM qui tourne sur un Tomcat. Donc c'est une application sous format WAR. Je veux la déployer, mais j'ai pas exprimé que ce format WAR nécessitait un serveur d'application ou même un Tomcat ou un Jetty. Ça fait partie de l'implicite que c'est un format WAR, donc j'ai besoin d'un Tomcat ou d'un Jetty. Alors vous allez me dire que mais c'est pas grave, on peut utiliser Spring Boot ou Jetty Embedded, et effectivement on peut le faire, et dans ce cas-là on va déclarer dans les dépendances de son projet le fait que ce soit un Tomcat ou un Jetty Embedded, et dans ce cas-là on a juste changé en fait de braquet, mais le fait que vous utilisiez une JVM, c'est toujours pas quelque chose qui est explicite. Du coup, ça marche pas très bien, c'est un des facteurs qu'on respecte pas.
La deuxième chose, le deuxième facteur qu'on ne respecte pas en utilisant une application web JVM, c'est la configuration. La configuration, normalement, toute votre application est censée être configurable via des variables d'environnement. Si vous avez déjà utilisé un serveur d'application, vous savez très bien que la majorité de la configuration est dépendante du serveur d'application. C'est le serveur d'application dans les différents environnements, par exemple, qui va vous dire que dans votre binding d'URL pour la source de données jdbc/toto, eh ben, dans l'environnement de dev, vous allez taper dans telle base de données, dans l'environnement de prod, vous allez taper dans telle autre base de données. Donc, encore un facteur qui n'est pas respecté. Dans le cloud, on essaye généralement d'avoir des applications qui démarrent rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est censé pouvoir tuer facilement une application et la relancer si elle a des problèmes. On va considérer dans le pur principe DevOps treat your servers as kettles and not pets, que quand il y a un serveur qui déclote un petit peu, il vaut mieux le tuer et le relancer plutôt que se poser des questions existentielles, de savoir ah oui mais pourquoi, etc. Bon, si ça se passe régulièrement, vous avez un autre problème, mais quand ça se passe de temps en temps, il vaut mieux le tuer et le relancer. Et quand on applique ce genre d'approche, alors il vaut mieux avoir des applications qui démarrent plus vite. Or, le problème, c'est que la JVM, elle prend du temps à démarrer par rapport à des processus natifs. Dernier facteur qui n'est pas respecté, on veut plutôt avoir des logs, généralement, qui sont dans le std_out, et puis derrière, on va avoir un scrapping de std_out pour aller mettre ça dans un Elasticsearch ou je sais pas. Alors, la première chose qu'on a appris quand j'ai commencé à développer des applications Java, c'est qu'on n'utilise jamais system_out, on utilise un framework de log qui va dire qu'on va écrire dans tel ou tel fichier. Et donc on a encore ce problème-là, donc votre application elle va écrire dans un fichier, Tomcat ou Jetty va écrire dans un autre fichier, et dans différents fichiers, et dans ce cas-là, récupérer vos logs, c'est plus la même chose. Je parlais du temps de démarrage, on peut encore avoir plus de problèmes dans la plupart des frameworks Java, puisqu'on va avoir au démarrage de l'application de la réflexion. Donc le framework va dire ah ok, j'ai besoin d'accéder à telle classe, cette telle classe je la connaissais pas à la compilation, du coup je vais devoir l'inférer au runtime ou au class path scanning. Et là que votre framework, ça soit du Spring ou du Java EE, vous allez avoir ces deux problématiques principales. Du coup, lift and shift, ça donne pas vraiment envie. Donc, en ce cas-là, on se dit, ok, on va réécrire notre application pour respecter les 12 factor apps. Ok, mais c'est plus simple de le dire que le faire. Pourquoi? La première chose, c'est évident, ça a un coût. Réécrire une application, ça a un coût. Et là, on va réécrire l'application et on n'a rien apporté au métier. Et je sais pas, ça fait combien de temps que vous travaillez dans l'IT, mais allez voir le métier pour lui demander de l'argent et pour rien lui offrir en échange, ça va être compliqué d'obtenir du budget. Imaginons que vous travaillez dans une organisation où le métier comprend ces problématiques techniques, les accepte que ça fasse partie du métier et vous donne le budget. Le problème n'est pas fini malheureusement, parce que le temps de réécriture de l'application n'est pas nul. Ça va prendre un certain temps de réécrire votre application. Or, pendant ce temps, votre application Legacy, il y a fort à parier qu'elle évolue en même temps. Du coup, vous allez à la fois faire évoluer l'application Legacy et réécrire votre application. Du coup, vous allez à chaque fois devoir rattraper l'application Legacy, les nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées. C'est très compliqué au niveau de la gestion de projet. Troisième problème, des risques. Réécrire une application, c'est un risque. Écrire une application
vous allez introduire des bugs, réécrire des applications, vous allez introduire aussi de nouveaux bugs. Du coup, vous risquez d'introduire des bugs bloquants ou qui peuvent corrompre vos données, ce que vous voulez surtout pas faire. Et dernier point, imaginons que tout ça c'est réglé, vous avez obtenu le budget, votre délai, vous arrivez à le gérer par des techniques de gestion de projet que je ne connais pas. Vos développeurs, ils ont 100% de couverture de tests, ce sont les meilleurs de la Terre, il n'y a aucun bug. Comment vous allez organiser votre équipe? Parce que aujourd'hui, votre équipe, elle est faite pour écrire et maintenir un certain nombre d'applications. Et là, vous allez devoir réécrire une application, donc vous allez devoir absorber de la charge de travail en plus. Donc vous allez devoir agrandir la taille de votre équipe, mais de manière temporaire. Du coup, qui dit agrandissement de l'équipe de la taille d'une manière temporaire, dit sans doute que vous allez prendre des consultants. Et dans ce cas-là, comment vous les intégrez dans l'équipe existante? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend l'équipe existante, on la fait écrire la nouvelle application et on prend des externes pour maintenir l'ancienne application. Le problème, c'est que les externes ne connaissent pas l'ancienne application. Du coup, soit ils risquent d'introduire de nouveaux bugs, que l'équipe en place, eux, connaissaient très bien et savaient ce qu'il fallait pas faire, ou alors, vraisemblablement, à chaque fois, on va avoir l'équipe qui est en charge d'écrire la nouvelle application qui va être interrompue parce que les gens qui sont chargés de gérer la maintenance vont à chaque fois leur demander « Eh, mais comment on fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, comme vous le voyez, c'est pas forcément non plus la panacée. Et du coup, entre ces deux grosses tendances, si vous gérez les risques, c'est un petit peu compliqué de choisir. Et donc, mon point, c'est de dire qu'en fait, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous pouvez conserver votre code existant. Par exemple, vous avez une application Spring ou Java EE, vous allez la conserver et conserver les annotations. Et par contre, vous allez changer le moteur qui fait tourner ces annotations. Dans ce cadre-là, je me dois d'introduire quelque chose qui s'appelle GraalVM. Et alors GraalVM, c'est un gros morceau, il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est que GraalVM, c'est une plateforme JVM par Oracle. Donc derrière, vous pouvez l'utiliser en tant que JDK standard. Ok, c'est comme ça. La deuxième chose qu'apporte GraalVM, c'est le polyglottisme. Donc ça veut dire que vous pouvez faire cohabiter plusieurs langages de manière plutôt native dans la même base de code. Donc vous avez votre code Java et puis là vous avez besoin d'utiliser une bibliothèque Python pour le machine learning. Java n'est pas forcément un écosystème où le machine learning est très développé. Du coup vous allez créer votre programme Python qui utilise les bonnes librairies et dans votre programme Java, vous allez déléguer une partie de votre application à ce programme Python et ça de manière, alors je ne vais pas dire transparente, mais quasiment transparente. Ça se base sur un framework qui s'appelle Truffle et donc à chaque fois que vous avez un langage qui est implémenté dans Truffle, par exemple Truffle Ruby ou Python sur Truffle, cette interopérabilité, elle existe. Donc il y a déjà plusieurs langages qui sont fournis et qui offrent cette interopérabilité. Mais dans le cadre de Stalk, ce qui nous intéresse en fait dans GraalVM, c'est un aspect de GraalVM qui s'appelle SubstrateVM. Et SubstrateVM vous permet, à partir de bytecode, donc soit d'un jar, soit d'un point classe, mais un point classe généralement c'est trop limité, donc soit d'un jar, on va pouvoir créer un exécutable natif via un processus de ahead of time compilation. Donc normalement sur la JVM, vous allez mettre à disposition du bytecode et via un processus de just-in-time compilation, ce bytecode va être compilé en langage machine, en langage de très très bas niveau, le bytecode étant une représentation intermédiaire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
pas faire ça au moment du runtime, on va le faire au moment de la compilation. Donc on va avoir une phase de compilation, on va prendre le code Java et on va créer du bytecode. Et à partir de ce bytecode, on va créer le code natif. Alors, il y a quelques limitations, c'est pas magique, mais aujourd'hui, on peut quand même faire pas mal de choses. Et donc, si on compare une JVM avec du code natif, on peut voir que dans le cloud, on a quand même beaucoup d'avantages. La JVM consomme énormément de mémoire par rapport à un exécutable natif. Alors, elle ne consomme pas de la mémoire pour rien, elle consomme de la mémoire pour une excellente raison, c'est que, je vais vous expliquer le processus du Just-in-Time Compilation. L'objectif de la JVM sur des process qui durent longtemps, c'est de s'adapter au workload qui va lui être appliqué pour produire le code natif le plus adapté possible et le plus performant possible. Et du coup, pour cette compilation just-in-time, il y a besoin de beaucoup de mémoire. De la même manière, la JVM va mettre du temps à démarrer, et comme je vous le disais tout à l'heure, non seulement la JVM met du temps à démarrer, elle va mettre du temps à compiler tout le code qui lui est appliqué, puisqu'elle va avoir un temps d'adaptation, plus on a les frameworks qui vont en plus rajouter le réflexion et les classes path scanning. Par contre, l'avantage de la JVM, c'est que vous pouvez faire tourner votre jar toutes les plateformes où vous disposez d'une JVM, alors que quand vous avez un exécutable natif, vous devez cibler une plateforme spécifique. Et comme je le disais, la JVM s'adapte au workload, alors que votre exécutable natif, vous devez inférer le workload qui va vous être appliqué et trouver les bons paramètres de configuration pour avoir le code le plus adapté. Aujourd'hui, on a plusieurs frameworks qui ont cette approche, et en fait, ils se basent tous sur GraalVM, et la plupart du temps, ou même dans tous les cas, ils vont éviter la réflexion pour éviter d'avoir des problèmes de performance. À partir de là, voici les frameworks aujourd'hui qui sont existants. Donc, il y a Micronaut, il y a Quarkus, c'est les deux gros nouvelles tendances du moment. Il y a quelque chose un framework auquel je ne suis pas familiarisé, ça s'appelle Elidon. Et puis il y a Spring Boot. Alors vous allez me dire, ouais, mais Spring Boot, au contraire, il utilise la réflexion, il utilise tous les avantages de la JVM. Oui, il y a aussi une initiative qui s'appelle Spring Native, qui permet de réutiliser les annotations de Spring pour faire un exécutable natif. C'est aujourd'hui en bêta, mais vous pouvez avoir des résultats qui sont assez intéressants. Donc, je voudrais vous faire une démo, et dans le cadre de cette démo, j'ai besoin d'un use case. Du coup, je pensais à un réducteur de liens. La plupart du temps, ce qu'on va faire quand on fait un URL sharpener, c'est qu'on va créer une bijection entre deux espaces, l'espace des URL et l'espace des URL raccourcis, et puis gérer le fait qu'il n'y ait pas de collision. Alors, comme moi, ça nécessite beaucoup de connaissances mathématiques, je ne suis pas mathématicien, du coup, moi je suis beaucoup plus pragmatique. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer un lien qui est complètement aléatoire. S'il existe déjà, je le régénère, et puis je vais stocker ce lien, et puis le lien inverse dans Hazelcast. Donc en fait, je fais un trade-off entre le CPU time et le storage. La stack que je vais utiliser, c'est une application Java EE dite classique. Pour corser un petit peu les choses, je vais utiliser Kotlin. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien Kotlin. On va utiliser JAX-RS pour les annotations pour les URL. Et puis, je vais stocker les données dans Hazelcast. Donc, mon état de départ, c'est le suivant. Donc, j'ai une JVM, d'accord, qui fait tourner un Tomcat. Quand j'ai mon utilisateur
qui va utiliser un endpoint HTTP, c'est Tomcat qui va mapper l'URL à mon application. Donc il va rediriger vers mon contrôleur principal. Le contrôleur principal, lui, il a été compilé avec le servlet, il a été compilé avec JAX-RS, et lui, il va rediriger ça vers la bonne logique métier qui va utiliser Hazelcast pour lire dans mon storage. Donc ça, c'est mon état de départ, c'est une application JVM classique, et je voudrais la migrer vers le cloud. Et en fait, j'ai deux états to be. Le premier état to be, c'est en développement. En développement, j'aimerais continuer à pouvoir bénéficier de tout ce que je connais dans la JVM, par exemple la capacité de mettre un point d'arrêt, de pouvoir voir l'état de ma pile, de pouvoir potentiellement changer l'état de certaines de mes propriétés pour pouvoir débugger. Donc en fait, ce qui va juste se passer, c'est que je vais continuer à utiliser la JVM. La seule chose que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser Tomcat, je vais utiliser Quarkus. Quarkus va me mettre à disposition les mêmes API, Servlet et JAX-RS. Du coup, je vais pouvoir compiler mon contrôleur de la même manière. Et puis ça va pas changer du tout. Et donc, je vais avoir un jar qui va faire tourner tout ça. Et puis, en production, ou en tout cas peut-être même en pré-production avant pour pouvoir tester qu'on n'a pas changé grand-chose, je veux faire la même chose. Donc, c'est-à-dire que mes composants en interne, je vais garder les mêmes. Par contre, c'est bien un exécutable natif qui va tourner avec la même approche. Mais derrière, là ici, j'ai mon exécutable natif et plus une JVM. Donc, j'ai tous les bénéfices avec les inconvénients d'un exécutable natif. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je pense qu'il faut vous montrer un petit peu de code. Sinon, ça ne sert à rien. Donc ici, j'ai créé une application. Alors j'ai un petit peu triché, je dois l'avouer. Je ne suis pas parti d'une application Java EE existante. J'ai directement créé le projet avec Quarkus. Mais a priori, ça devrait être la même chose. Donc là, c'est un projet Maven. J'ai plein de configurations sur les versions. J'ai un dependency management sur le Quarkus Universe. Et puis derrière, vous voyez que je n'ai aucune adhérence envers aucune API Java EE. J'ai que du I/O Quarkus ou du I/O Rest Assured. C'est-à-dire que j'ai rien de spécifique. J'utilise aussi le client Hazelcast. Et puis derrière, comme je vous le disais, c'est du Kotlin. J'ai un Maven plugin pour Quarkus pour faire le build. Et puis le reste, c'est juste encore une fois du Kotlin. L'application d'elle-même, elle est, je le pense, assez simple. C'est juste une simple classe qui me permet d'avoir 3 endpoints. Le premier endpoint, c'est pour créer un mapping. Donc je vais lui passer un post avec l'URL qui doit raccourcir, et puis derrière, lui, il va me créer une nouvelle URL qui est random. Et puis derrière, je peux aussi récupérer maintenant depuis le lien raccourci et extender l'URL principale, et puis je peux deleter. Donc comment ça fonctionne? Alors la première chose que je dois faire, je vais démarrer un Hazelcast. Ah bah il est déjà démarré, mais je vais le relancer juste pour être sûr. Donc là, je démarre un nœud Hazelcast. Si je démarre plusieurs nœuds, ils vont créer un cluster. Ici, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je vais créer un seul nœud. Voilà, donc j'ai mon cluster d'un seul nœud. Je lance mon application qui est là. Et puis, donc c'est une JVM, ça va prendre un petit peu de temps. Et normalement, au bout d'un moment, ça va pas faire des chocs à pic, mais il va me dire Quarkus a démarré. Et je vais pouvoir curler.
Attention, c'est bientôt là. Voilà, donc là, il a démarré. Il me dit qu'il a utilisé CDI, Hazelcast Client, Kotlin et REST-Easy. Donc ça, c'est tous les plugins que j'ai configurés. Maintenant, je peux commencer à curler. Donc, pour curler, je peux créer ici. Oups. Je peux créer voilà, un mapping. Du coup, j'ai raccourci un HTTP foobar, je l'ai raccourci avec ce lien qui est un lien qui est random. Et maintenant, je peux vérifier que je l'ai bien stocké et vérifier est-ce que je peux l'expander de la même manière. Donc oui, il me retourne bien ça. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux le supprimer. Et normalement, une fois que je l'ai supprimé et que je le redemande, voilà, il dit, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est ce que je vais faire en développement. C'est une JVM, je peux mettre des points d'arrêt dans le code, vérifier l'état de ma pile, changer, enfin faire tout ce que je peux faire, tout ce à quoi je suis habitué. Et puis maintenant vient le temps de dire on va déployer ça sur le cloud, donc je veux un exécutable natif. Alors, je vais pas vous le montrer parce que ça prend un petit peu de temps. Mais typiquement, ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser, en fait, quand vous créez un projet Quarkus, dans SRC main Docker, il vous crée 2 Dockerfiles pour créer vos images. La première, c'est pour la JVM, ce qui ne va pas nous intéresser ici. Et la deuxième, c'est native. Et dans ce cas-là, il est possible, via Maven, de créer ça. Donc, je l'ai fait avant. Et comme je vous l'ai dit, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, là ça prend 3 minutes 30, j'avais déjà toutes mes dépendances, tout était bon. Et donc voilà, maintenant mon application, mon image a été créée. Je peux vérifier, faire un docker images grep URL. Voilà, le voilà. Il fait 174 MB, qui est pas si gros que ça, qui est pas si petit non plus. Et la raison principale, c'est qu'en fait, on démarre de UBI, donc Universal Basic Image Minimal. Je pense qu'il serait possible, en allant un peu plus loin, d'utiliser d'autres images par an, mais c'est celle qui est par défaut et pour l'instant, ça me va bien. Et maintenant, je vais déployer ça sur le cloud. Et je vais déployer ça surtout sur ma machine. Par contre, j'ai utilisé un Docker Compose. Donc, j'ai mes 2 images qui sont présentes. L'URL shortener et Hazelcast. Et derrière, ce que je vais faire, je vais les démarrer. Donc, je vais me mettre dans Docker Compose. Je vais faire un Docker Compose. Hop. Donc là, j'ai d'une part Hazelcast qui, elle, est une JVM qui va prendre un petit peu de temps à démarrer. Là, j'ai mon application Quarkus qui a été GraalVMisée nativement et donc vous voyez qu'il démarre en 0,048 secondes, donc 48 millisecondes, ce qui est quand même assez rapide dans le code. Donc si c'était une JVM, ce serait impossible, mais là, c'est un exécutable natif. Et maintenant, je peux faire la même chose que j'ai fait avant, donc je peux faire mon curl. Donc, je vais faire un curl ici. Je vais arrêter Hazelcast local. Donc maintenant tout tourne sur Docker et sur Docker Compose. Donc je peux faire un curl ici. Et maintenant, je vais vérifier que tout fonctionne de la même manière. Oui, tout fonctionne de la même manière. Donc, aujourd'hui, je suis capable de faire tourner en local une JVM avec mon application et dans le cloud, sous forme de container qui contient un exécutable natif, la même application, mais qui démarre et qui respecte les 12 factor types. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter ici. Donc, il y a 2 manières
de gérer sa migration sur le cloud. Dans un premier cas, on va prendre l'application, on va faire du lift and shift avec tous les problèmes que ça peut causer. C'est l'approche la plus rapide et vraisemblablement la plus risquée. L'autre, elle est très très coûteuse et comporte aussi des risques, on va tout réécrire. Et puis au milieu, on peut reprendre notre parc applicatif et en fonction de la stack que vous avez, utiliser le code mais interpréter de manière différente. Et dans ce cas-là, je pense que vous aurez le meilleur retour sur investissement. Donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez lire mon blog, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez lire l'audit repo. J'ai peut-être été un petit peu rapide. Et dans tous les cas, vous pouvez nous rejoindre sur notre Slack Azocast ou bénéficier de formations gratuites. Voilà, j'espère que ce talk vous aura intéressé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.